Un résumé plus mensonger que celui-là, tu meurs. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Basma et aujourd'hui on va parler du dernier mensonge du BookTok. Petit rappel avant qu'on commence la vidéo, dans la description vous avez un lien qui vous emmènera vers des cagnottes palestiniennes. Si vous avez 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, peu importe, ou même si vous n'avez rien, parlez-en. Ne pensez pas que vos actions sont inutiles. Dans ce genre de situation, même un simple mot peut aider. Les trigger warnings: viol, agression sexuelle, troubles du comportement alimentaire, principalement l'anorexie, body dysmorphia, meurtre, suicide et harcèlement. Si ces sujets sont trop durs pour vous, je vous conseille de skip cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine. Disclaimer, cette vidéo n'est ni pour l'auteur, ni pour les amis de l'auteur, ni pour les gens qui ont aimé ce livre. Je ne tiendrai pas ma langue au vu des 19 € que j'ai dépensés pour ce tissu de mensonges. Je vais vous lire le résumé, ça va être drôle. Une romance, Dark Academia rivals to lovers. Dans les Alpes suisses, l'Académie Castellan forme l'élite de demain aux 3 arts nobles: échecs, théâtre et littérature. Églantine, étudiante brillante et discrète, voit sa vie basculer lorsqu'une mystérieuse application d'échecs apparaît sur son téléphone. Le jeu, en apparence innocent, se révèle macabre. Chaque pièce perdue sur l'échiquier virtuel correspond à une personne retrouvée morte sur le campus. Pour arrêter le coupable, Églantine doit s'allier à son plus grand rival, l'insaisissable et fascinant Riven, dont la proximité fait naître en elle une attirance inattendue. Mais alors que la mort rôde dans les couloirs du château et que chaque professeur, chaque étudiant pourrait être le meurtrier, peut-elle vraiment faire confiance à ce garçon énigmatique? C'est beau, c'est vendeur et c'est complètement faux. On va décortiquer tout ça ensemble et vous allez voir que chaque point présenté actuellement n'est absolument pas le livre que vous allez lire. Églantine, étudiante brillante et discrète. La fille qui a des collants à pois filés, qui a un rouge à lèvres rouge que tout le monde voit, au sapristi de tralala que tout le monde connaît, elle est discrète. Tout le monde la voit. Puis, la brillance, je la cherche encore. Parce que là, on nous a vendu un rival to lovers. Des rivaux académiques sont censés être au même niveau. Ils sont censés se battre pour le top 1. Pourquoi? On a Riven qui a 19,3 de moyenne, et on a Églantine qui n'est même pas top 10 avec son 16,7 de moyenne. Les élèves de Castellan sont renvoyés à partir du moment où ils ont 15 de moyenne. Elle est peut-être brillante dans un monde normal, mais dans un milieu élitiste, elle ne l'est absolument pas. La rivalité, je la cherche encore aujourd'hui. D'ailleurs, sur 512 pages, ils ne se sont affrontés que 3 fois. La première fois, Églantine a gagné parce que Riven l'a sous-estimée. La deuxième fois, c'est Riven qui a gagné. La troisième fois, c'est au dernier chapitre, pendant la finale, Riven la laisse gagner. Intentionnellement, il fait une ouverture qui permet à Églantine de gagner en disant « Tu le mérites ». Et en réalité, il n'y a eu qu'un seul moment où on devait avoir de la rivalité, mais ils étaient en couple. Ce n'est absolument pas un rival to lovers, on est plus sur un cold guy warming up, avec en fond des échecs at best. Pour arrêter le coupable, spoiler alert, ils ont arrêté personne. Le mastermind se révèle tout seul au grand jour lorsqu'il kidnappe Églantine et se prépare à la tuer. Et en plus de ça, ce n'est même pas Riven qui sauve Églantine, c'est Callum, le meilleur ami de Riven. Qu'ils ont accusé parce qu'au bout d'un moment, ils pensaient que c'était lui le coupable. J'ai mal à la tête! J'ai mal à la tête! Nos héros, qui sont censés être les enquêteurs principaux de ce mystère, ne sont en réalité que des NPC qui regardent le dénouement d'une enquête à laquelle ils ne participent même pas. Peut-elle vraiment faire confiance à ce garçon énigmatique? Je tiens à vous dire que le doute n'a duré que quelques chapitres. Une chose que j'ai oublié de mentionner dans tout ce tintamarre, c'est que à la fin, on nous révèle qu'en réalité, Églantine a refusé les avances d'Elias parce qu'en fait, elle avait déjà un crush sur Riven. Donc le doute, où est-il? La rivalité, où est-elle? Tous les trucs qu'on nous a vendus sont en réalité inexistants. Voilà. Riven la sauve d'une agression sexuelle, et après ça, il n'y a jamais eu aucun doute du fait qu'il pouvait se faire confiance. Ah si, à un moment donné, il fallait bien un third act break-up, et du coup, Églantine a douté de Riven pour absolument aucune raison. Et vu qu'ils ont pas enquêté, je sais même pas comment elle a pu commencer à douter de Riven. J'ai mal à la tête! J'ai mal à la tête! On nous a vendu un livre qui n'existe pas. Là, je vous ai résumé un peu les points qui étaient complètement faux. On va maintenant rentrer dans les détails, parce que c'est encore plus intéressant de voir à quel point ce livre est mensonger. On va commencer par l'enquête, parce que c'est quelque chose qui commence à sincèrement m'énerver de vouloir mettre obligatoirement une enquête dans une romance, alors que le cerveau des personnages principaux n'est absolument pas connecté à l'enquête, mais seulement à la romance. Arrêtons cette traîne, on n'a pas besoin de faire des personnages principaux qui enquêtent alors qu'ils sont plus débiles que mon pied. Le livre commence lorsqu'Églantine découvre qu'une application, Échecs et Menthe, est installée sur son téléphone. J'ai fini le livre,
on ne sait absolument pas comment l'application a fini sur le téléphone. L'application est le MacGuffin de tout le livre. Et il n'a pas d'explication. Il est là. J'ai émis la théorie que soi-disant le criminel aurait eu accès au téléphone d'Églantine pour lui faire sa mise à jour, mais elle n'a ni perdu son téléphone, personne n'y a eu accès. Et en plus de ça, un peu plus tard dans le livre, on explique que le criminel avait besoin du téléphone de Riven pour leak ses photos. Donc comment l'application s'est retrouvée sur le téléphone d'Églantine? Aujourd'hui encore, je ne sais pas. C'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas, ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance, c'est pas dans le tableau périodique des éléments. Pendant 400 pages, on a soi-disant Riven et Églantine qui enquêtent. En pratique, ils reçoivent les informations, ils arrivent après les meurtres, ils oublient, ils s'aiment, ils recommencent, jusqu'à ce qu'ils commencent à douter de Kaloum, parce qu'attendez, regardez bien, celui-ci partagerait le même parfum que le meurtrier, un parfum à la bergamote des années 40 que plus personne ne porte. 2 personnes, un parfum, introuvable, mais bizarrement c'est le meilleur ami de Riven qui le porte. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. On dirait qu'ils ont mis la main dans un chapeau et ils en ont sorti un lapin blanc et ils ont dit oui, ça tient totalement ce qu'on est en train de dire. Leur très grande conclusion d'enquêteur, après qu'ils aient enquêté littéralement ça de tout le livre, Elias est le coupable, Elias qui est en réalité un boug totalement fantôme, mais je vous en parle juste après. Sauf que c'est pas possible parce qu'Elias il s'est tué. Kaloum alors, mais la seule piste qu'ils ont, c'est un parfum qui soi-disant n'est porté par plus personne. Ensuite, Églantine, elle commence à douter de Riven, mais mince, il y a pas de preuve, du coup je sais même pas pourquoi elle doute. Assad commençait à accuser les fantômes de Castellan pour savoir qui est réellement le meurtrier. En tout cas, sachez une chose, si je décède et que je disparais et que ces 2 personnes-là sont censées enquêter sur mon meurtre, sachez que vous ne trouverez jamais le meurtrier. Et là, on arrive au cœur du problème. Et je vais être très honnête avec vous, je mentionne plus Elias dans ma vidéo qu'il n'est mentionné dans tout le livre. Ce personnage est censé être essentiel à tout ce qui se passe dans le livre. Elias McCormick. Toute la logique des meurtres repose sur lui. Sa mort, le harcèlement qu'il a subi de la part d'Alma, les abus qu'il a subis de la part de Dario, la déclaration d'amour qu'Églantine a rejetée, le manque d'amitié de Santiago et Riven, le manque de soutien du corps enseignant, tout ça est littéralement le moteur à tout ce qui se passe dans le livre. Et Elias, avant le dénouement, n'est en réalité qu'un nom écrit sur le mur des boulets au chapitre 5. Il est mentionné une nouvelle fois au chapitre 36. 31 chapitres. Avant 69% du livre, on ne sait absolument pas qui est Elias McCormick. Pas de souvenirs, pas d'informations, littéralement rien pour t'aider à savoir ce qui s'est vraiment passé. Il réapparaît au chapitre 36 quand Alma le décrit comme étant un mouton noir de sa promo. Et après ça, on le pense coupable alors que celui-ci est déjà mort. Et on finit sur l'enquête. C'est tout. Avancé 69%, aucun souvenir de la part d'Églantine alors qu'il est censé être celui qui lui a fait une déclaration d'amour l'année passée. Ajoutons à ça que c'est Églantine qui a lu le nom d'Elias sur les toilettes et elle n'a ajouté aucune phrase qui pourrait nous expliquer ce qu'était Elias pour elle. La scène des toilettes se passe un tout petit peu après la rentrée. Entre la déclaration d'amour et la scène des toilettes, il y a même pas un an. Et vous allez me dire que Églantine, quand elle a vu le nom d'Elias sur les toilettes, elle ne s'est absolument pas remémoré qui était ce boug. Elle l'a oblitéré. Et il réapparaît, comme par magie, au chapitre 36, et c'est à ce moment-là qu'Églantine se dit « Ah mais oui, c'est vrai, il m'a fait une déclaration d'amour, mais je m'en souviens pas trop. » Comment nous, on doit s'en souvenir, du coup? Ça n'a rien à voir, c'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas, ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance, c'est pas dans le tableau périodique des éléments. Comment nous, on doit connaître le personnage si même les personnages qui sont censés se rappeler du personnage ne se rappellent pas du personnage? J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Et vous me parlez d'enquête, vous me parlez de mystère, vous me parlez de personnages qui sont intelligents dans une école élitiste alors que si t'as moins de 15 de moyenne, t'es viré. Mais quand je vous dis que si on décède et c'est eux les enquêteurs, mais jamais le meurtrier ne sera trouvé. Le moment le plus crucial du livre qui déclenche le suicide d'Elias, c'est le fait qu'Églantine n'ait pas accepté sa déclaration d'amour. Et le fait que tout ça se passe hors champ, qu'on touche à des thématiques qui sont très très lourdes, et que ce n'est pas abordé plus que ça, hormis qu'à la fin ils font une association pour Elias et pour les gens qui sont harcelés, genre c'est juste shock value. En fait, le boogie s'est suicidé. D'accord. Mais il y a d'autres trucs comme ça qui sont shock value et qui arrivent après. On va en parler de toute façon. On nous demande d'être dévasté, d'être mal pour un personnage qu'on ne connaît pas, pour un souvenir vague écrit sur des toilettes au chapitre 5. C'est tellement faible comme développement, et ça, c'est un truc qui m'enrage. Mais si vous pensiez que le pivot émotionnel était complètement inexistant du livre, attendez-vous au meurtrier ou à la meurtrière.
Ouais, je vous ai gardé un peu plus de suspense, ouais. Un bon plot twist te fait relire le livre en te disant mais oui, c'était évident. Exemple, Blood Vipers. Je ne dirais pas que j'ai été surprise par le plot twist, mais il y avait des foreshadowing qui étaient implantés dans le récit bien avant que le plot twist n'arrive. Ici, c'est inexistant. On a simplement une professeure assistante qui est gentille avec ses élèves, qui est à l'écoute. Pas de phrases à double sens, pas de moments où on se dit peut-être. Et le livre lui-même le confirme quand Riven dit « Elle était là, sans être là ». En tout cas, merci de confirmer son inexistence, que ça soit dans le livre ou dans le plot. Là, on va passer à un point qui m'énerve un peu plus. Cette femme a orchestré des meurtres pendant des mois et des mois en étant infaillible. Elle a déplacé des cadavres, empoisonné le directeur, kidnappé Églantine, tué Alma, s'améliore à chaque meurtre, sauf quand c'est les personnages principaux. Là, elle devient faillible. Là, il y a des problèmes. Pas avant. Là, on oublie de fermer les portes. Là, on oublie de regarder qui est présent et qui n'est pas présent. On n'entend pas les gens qui marchent derrière soi dans les couloirs. Kaloum arrive de façon totalement discrète et insoupçonnée. Il apparaît derrière elle et sauve Églantine à la dernière seconde alors qu'elle est déjà pendue. Saskia est la représentation des vilains qui sont complètement loupés. Dites-vous que même dans Scooby-Doo, les vilains ils sont meilleurs que ça. Il fallait absolument la rendre faible et faillible simplement pour qu'on trouve enfin qui était le coupable. En réalité, ils n'ont rien découvert. Elle s'est mise au devant de la scène et a dit « Regardez, c'est moi la grande méchante ». J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Elle a fait son grand discours de vilain à la fin en mode « Oui, c'était moi depuis le début. Je suis là pour venger mon amour. No one would have ever suspected me. That is until you, meddling, gnome-hating, pirate-loving... Yeah, Shrimpo, we got the picture. » Et après, elle s'est fait arrêter par Kaloum. Vous voulez savoir c'est quoi sa motivation? Venger Elias. Il a été victime du système de Castellan, sauf qu'elle s'attaque notamment à Églantine, qui elle aussi a été harcelée et agressée sexuellement. On va en revenir aussi à l'agression sexuelle. Les tokens, tout ça, on va en revenir. Pourquoi vouloir tuer des victimes alors qu'elles sont aussi victimes de ce même système que toi t'essayes de montrer qu'il est... J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Et en soi, j'ai essayé de comprendre. On voulait la faire vilaine sans vraiment de morale et d'humanité, mais en fait, le plan, elle l'a eu avant qu'elle perde toute sa sanity. Je comprends pas pourquoi elle a encore de l'humanité quand c'est pour tuer des gens, mais elle arrive à faire des plans pour tuer des gens sans hésitation. J'ai vraiment pas compris. Est-ce qu'on a essayé de faire une vilaine qui perd vraiment son humanité après coup, ou bien on a essayé de faire une vilaine depuis le début, mais tellement elle a été forte, on a dû la nerfer, et du coup ça a impacté la logique du fait qu'elle était vilaine, sans morale, etc. Je ne comprends pas. Et même si je pense que ça a été fait de façon intentionnelle, au vu de toutes les choses qui n'ont pas de sens dans ce livre et qui ont été mal faites, je doute grandement. Maintenant, passons à un point où j'ai besoin qu'on s'assoie tous ensemble et qu'on parle de façon posée et très sérieuse. Ce sujet, j'en ai marre de le voir dans les livres et j'aimerais qu'on arrête. On va parler des traumas d'Églantine ou bien des tokens de souffrance offerts aux femmes qu'on ne développera jamais. Tout ça commence avec Antoine. Antoine est l'ex d'Églantine qui l'a violée à plusieurs reprises. Après l'agression sexuelle qu'elle subit dans les premiers chapitres, de la part de Dario, où elle se fait sauver par Raven, et après ça, ils deviennent amis, il n'y a plus aucun doute sur leur amitié, on a de temps à autre des choses qui pourraient nous expliquer qu'Antoine était en réalité un violeur. Mais ce n'est jamais dit. Jusqu'au chapitre 41, où on ose enfin parler et mettre des mots sur ce qu'elle a subi. Pour info, le livre fait 54 chapitres. 78% du livre où il n'y a aucun développement sur les violences qu'a subi Églantine de la part de son ex. En moins de 20%, on peut quand même les développer. Ce n'est absolument pas fait. Une phrase lors d'une petite confession après que Riven ait failli mourir. Ce n'est jamais exploré, jamais expliqué et jamais développé. Antoine existe pour 2 raisons dans ce livre. Expliquer pourquoi Églantine est réticente au contact physique et rendre le moment où elle redécouvre le désir avec Riven bien plus significatif. Les traumas comme accessoires romantiques, j'en ai marre. Je vais être très claire là-dessus. Les violences sexuelles ne sont pas obligatoires à mettre dans un livre. Si vous ne comptez pas les explorer, si vous ne comptez pas les utiliser en tant que telles, et non seulement comme des tokens de trauma, ça ne sert à rien.
La souffrance des femmes n'est pas un accessoire. Églantine est un personnage à part entière sans les violences sexuelles. Elle subit déjà un harcèlement de sa soi-disant meilleure amie Alma. On n'a pas besoin de lui rajouter le token de « Oh mon dieu, elle a souffert de violences sexuelles, regardez, oh la pauvre Églantine ». Je ne suis pas d'accord de mettre des violences sexuelles simplement pour dire « Oh mon dieu, regardez, elle a souffert ». Et en réalité, ça montre un très gros déséquilibre entre le développement de Riven et le développement d'Églantine. Riven souffre de comportements alimentaires, l'anorexie, et celui-ci est vraiment présenté correctement. Chaque chapitre informe chaque pensée, chaque geste, et ça se sent réellement que l'auteur a été victime de ça. C'est sincère et c'est fort. Mais Églantine, de l'autre côté, c'est pas développé. C'est juste là. C'est vraiment un token, un charme Pandora qu'on lui a accroché et on a dit « Regardez, violence sexuelle. Ah !» Encore. Ça fait beaucoup là, non? Arrêtons. Et la cerise sur le gâteau qui m'a vraiment montré que Riven et Églantine n'avaient pas bénéficié du même développement. Riven part dans un centre pour se soigner de son anorexie, mais Églantine ne va pas voir une spécialiste pour se soigner. Églantine attend le retour de Riven. Ce qui est bien, c'est qu'avec Riven, il a montré que le pouvoir de l'amour n'était pas suffisant pour traiter les maladies mentales, mais il fallait bien des professionnels de santé pour aider les gens. Mais dans le cas d'Églantine, qui sont aussi des troubles liés à la psyché, c'est oblitéré. On était à ça, hein. À ça! Les échecs. Dans ce roman qui se passe dans une académie d'élite où on étudie les échecs, ça aurait pu impacter la structure de l'enquête, la psychologie des personnages où Riven calcule tout et Églantine fonctionne plus à l'instinct. C'est esquissé, mais ce n'est jamais utilisé. Échec et Menthe n'a en réalité pas vraiment de vraie structure et c'est simplement la vibe, quoi. Et ajoutons à ça que pour une école qui est censée former des professionnels, on est vraiment sur un niveau de débutant. Les échecs, c'est une vibe, quoi. Rien de plus. C'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas, ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance, c'est pas dans le tableau périodique des éléments. Parlons aussi d'une chose qui m'a cringe. Le fait qu'il y ait des références de pop culture dans un livre, j'aime pas. Si je prends un livre pour me déconnecter de la réalité et que j'éteins mon téléphone, c'est pas pour qu'on me rappelle qu'on a Pokémon, qu'on a Sabrina Carpenter, qu'on a des enemies to lovers, qu'on a une safe place. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Surtout quand on est censé être dans une académie d'élite. Et le dernier point qu'on va aborder avant qu'on passe à la conclusion, c'est quelque chose où je n'aurais pas dû rire, mais j'ai ri quand même. On est au maximum de la tension. Églantine est sur le point d'être tuée. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas comment elle a pas pu mourir parce que, soi-disant, Riven, qui est au milieu de la foule, arrive à voir qu'Églantine sur le balcon a du barbelé autour de son cou et que l'un des pics est littéralement sur sa carotide. Si sa carotide est percée, elle meurt dans les quelques minutes qui suivent. Si elle finit pendue, mais elle ne meurt pas. J'ai toujours pas compris. Mais bref, il blablate avec Saskia pour gagner du temps, il explique qu'Églantine lui a donné la force, etc., etc. Et il se met littéralement à nu, zlot, comme un verre. Et j'ai explosé de rire. Parce que, de mon point de vue, la scène avait toujours le même impact si elle gardait son caleçon. Finissons sur une bonne note. La Dark Academia, en vrai, est quelque chose d'assez palpable. L'échec a de vraies conséquences. C'est rare, et c'est bien. La scène où il se met à nu, même si on aurait dû garder le caleçon, c'est un moment qui reste symboliquement fort et intense, c'était joliment apporté. Ça, c'est un point sur lequel je ne suis pas d'accord quand je vois la plupart des critiques de ce livre. Je trouve que Quentin Jarnot a quand même une très bonne plume. Certes, le show and don't tell et les phrases à rallonge, tout ça, c'est à revoir. Pour quelqu'un qui écrit du contemporain, c'est quelqu'un qui a quand même un bon niveau. Au vu de tout le niveau qu'il y a actuellement dans le contemporain, il est pas au fond du panier. Puis les phrases autour des traumas qui sont du genre « Notre trauma ne nous définit pas », c'est très cringe pour moi, mais pour une audience plus jeune, je comprends le principe de formuler le message ainsi pour qu'il soit beaucoup plus digeste et plus simple, et que ces personnes-là ne se sentent pas tout seuls dans leur combat. D'ailleurs, sachez que vous n'êtes jamais seuls. En réalité, le livre qu'on nous a vendu n'est tout simplement pas le livre que vous allez lire. L'un pouvait être excellent, et l'autre n'est en réalité qu'un potentiel gâché. Voilà, c'est tout pour ma review. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager à une personne qui aurait le même avis que moi. Bisous mes amours, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.